Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode tout en douceur, tout en sagesse, tout en lumière. Aujourd'hui, j'invite Pauline Wald. Pauline, elle est l'auteure de 2 livres. D'abord, elle avait écrit Marcher vers son essentiel et elle avait réalisé en même temps le film Chemin de vie. Ça, c'était le récit de sa marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, j'ai lu son livre Enseignement de la montagne qu'elle a sorti il y a pas très longtemps. Et j'ai adoré ce livre que j'ai dévoré du début à la fin en très très peu de temps parce que vraiment ça m'a passionnée, ça a beaucoup résonné avec mon parcours. C'est un livre qui donne vraiment envie de bouger les choses, de se retrouver et de se remettre en chemin vers soi. Pauline, elle nous a raconté l'histoire de son éveil spirituel et de ce sentiment d'être protégée et accompagnée quand elle était enfant. La vie passant, elle est partie dans la finance avec une vie parisienne à 100 à l'heure. C'est quelque temps plus tard qu'elle a ressenti un appel. C'était celui de retrouver le sens de la vie. Elle nous a raconté comment cet appel de voyager était arrivé et comment s'était passée sa première expérience de prise d'ayahuasca. Elle nous a parlé des leçons qui en ont découlé et du retour à la réalité brutale, de son changement de paradigme, de son changement de vision de la vie. Tout ça l'a amené à faire des choix. On a discuté de tout ça, on a discuté de tellement de choses. Entre autres de la petite voix qu'elle écoute beaucoup et dont elle parle souvent dans les enseignements de la montagne. Dans une partie du podcast, on a parlé de méditation et de retraite de méditation comme Vipassana. Vous verrez qu'elle enlève pas mal de pression par rapport à ça. La déculpabilisation, c'est un sujet que je trouve très important en ce moment et j'ai vraiment adoré le discours de Pauline face à certaines pratiques et injonctions qu'on entend beaucoup dans le monde du développement personnel. On a abordé aussi le thème de mission de vie et le point de vue de Pauline, c'est un des enseignements qu'elle a reçus dans la montagne andine et je suis certaine que ça va beaucoup vous plaire. Pour moi, cet épisode, c'est un concentré de sagesse, de poésie, de simplicité et il va peut-être vous donner envie de créer votre vie avec tous les ingrédients que vous avez envie d'y saupoudrer. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute et j'accueille Pauline. Salut Pauline! Salut Angélique, Comment ça va? ça va plutôt bien et toi? Ça va super. On a déjà papoté pas mal juste avant de commencer à enregistrer, c'était super cool. Oui. Tu m'as connue toi grâce au podcast de Stéphane Schillinger, c'est ça? Oui, tout à fait, je connais Stéphane, donc j'ai écouté le podcast que tu as fait avec lui, il m'a parlé de toi aussi, donc Mmh. c'est comme ça que je t'ai connue. OK, super. Et tu es de Strasbourg, c'est ça? Oui, C'est là-bas que tu l'as originaire de connu? Strasbourg. Oui, tout à fait. J'ai entendu parler de ses livres là-bas et je l'ai rencontré à ce moment-là, au moment de son premier livre, donc ça commence à dater un peu. Mmh. Je me demandais si tu l'avais rencontré là-bas ou en cérémonie, tu sais, dans les Je l'ai bien rencontré à Strasbourg, donc OK. ouais. Et donc tu es partie après pour Paris, Oui, comme beaucoup de gens? alors ouais, en fait moi Stéphane, je l'ai rencontré alors que j'étais déjà à Paris. Mmh. Mais j'ai fait une prépa école de commerce et j'ai commencé à travailler dans la finance à Paris en 2011 et j'y suis restée quand même pas mal de temps à Paris. Mmh. Combien de temps? En fait, en tout 10 ans, mais après il y a eu des moments où je suis partie 1 an et il y a eu voilà, mais presque 10 ans. C'est Mmh. énorme. Et ton histoire, elle a vraiment résonné avec moi parce que je suis restée 8 ans là-bas et d'un coup, d'un seul, comme toi, j'ai décidé de partir. Heu, Voilà. Ça m'a pris, d'un coup et j'ai demandé à l'univers, «Où est-ce que je pars?» Et toi, comment tu as décidé, de savoir où aller? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que ça a été quelque chose qui Mmh mh. est un peu magique? Alors c'est une bonne question. En fait, dans mon histoire, il y a eu quand même 2 temps, c'est-à-dire, dans un premier temps, je travaillais dans la finance à Paris en 2017 et là, j'ai décidé de quitter mon travail et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle avec mon sac à dos, de Strasbourg à Saint-Jacques-de-Compostelle et là, c'était venu comme une sorte d'appel, comme une évidence, ce chemin de Compostelle et puis après, je suis retournée à Paris pour terminer les études de psycho que j'avais entamées et
Et après, j'ai quitté à nouveau Paris et là, c'est vraiment définitif. En fait, voilà, j'ai pas du tout prévu d'y revivre. En tout cas, on sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais c'est pas du tout mon projet. Et par rapport à savoir où aller, quand j'ai quitté à nouveau mon appartement, j'ai eu l'appel d'aller dans les montagnes en Équateur, donc dans les Andes, à 2000 mètres d'altitude. C'est des montagnes que j'ai connues lors d'un voyage précédent où j'étais allée en Équateur pendant beaucoup moins de temps que la deuxième fois. Et cette fois-ci, quand j'ai eu cet appel-là, c'était pareil que le chemin de Compostelle. En fait, il y a eu, c'est comme si ces montagnes m'appelaient à elles, quoi. Mmh. Mais Et tu as eu les signes comment? Ils sont arrivés par quel biais? comment les signes sont arrivés? Bonne question. J'ai, en fait, je me suis posé la question, j'ai carrément regardé la carte du monde. En fait, en regardant la carte du monde, il s'est passé un truc dans mon cœur quand mes yeux se sont posés sur l'équateur et que je me suis rappelée de ces montagnes, j'ai eu cette chaleur dans le cœur, en fait. Mmh. C'est ça, moi, qui m'a amenée à me dire c'est là. C'est difficile à expliquer. Je dirais vraiment cette sensation dans le cœur de chaleur, de joie et ouais. Mmh. OK, génial. Tu Donc tu es connectée à tes ressentis, quoi. C'est, Ouais, j'essaye. En mmh, fait, je suis en train de m'y reconnecter vraiment depuis plusieurs années parce que j'ai quand même frôlé le burn-out quand j'étais dans la finance. mmh, Donc je pars de très loin. mmh. Je me suis vraiment coupée un peu de mes ressentis pour travailler très dur pendant des années. Et là, je m'y reconnecte vraiment de chaque jour davantage, en fait. Pour moi, c'est une écoute de chaque jour à avoir. Et je suis partie directement dans les questions parce que T'as j'avais raison, t'as raison. mais du coup, l'histoire de ton éveil spirituel, elle date de quand? Elle date de ça s'est fait en même temps ou c'est, quelque chose qui est plus ancien? Alors, c'est un peu plus ancien que ça. Mmh. Hem, je crois même que c'est vraiment très ancien, mais en fait, mon éveil spirituel, en réalité, il a réellement débuté dans mon enfance. Mmh. Moi, à l'époque, enfin, quand j'étais encore enfant, j'allais aux cours de catéchisme et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je m'estime pas, du tout, pratiquante d'une religion, mais il y avait déjà, une spiritualité qui s'est réveillée lors de ma première communion. En fait, j'avais l'impression d'être, vraiment qu'il y avait un Dieu qui veillait sur moi, quoi. Pour moi, je prenais au pied de la lettre, les cours de catéchisme et je l'ai ressenti en étant enfant que, j'étais pas là par hasard et que j'étais aidée et aimée et il se passait des choses pas évidentes à l'école déjà et je savais que j'étais, vraiment, pas seule, quoi. Ça datait vraiment de mon enfance. Je me souviens, je m'étais baladée un jour, j'avais vu, des anges dans le ciel et on m'avait dit que c'était des nuages, que c'était complètement des hallucinations, mais en fait, j'avais vraiment, eu cette vision. Ah ouais, Voilà. Donc c'est complètement fou. Ouais, j'avoue, j'avais cette connexion, en fait, enfant, au d'accord, moment de ma communion, toute cette période-là et après, je l'ai laissée de côté, pour être, la meilleure élève possible à l'école. d'accord. Donc j'étais beaucoup de pression familiale pour être bonne élève. Donc moi, j'ai été première de classe presque toute ma scolarité et ça me demandait tellement d'efforts, justement d'avoir des bonnes notes à l'école, que j'ai tout laissé de côté, mais j'avais quand même toujours un journal intime et quand j'écrivais dans mon journal intime, je m'adressais justement à ce qu'on peut appeler Dieu ou plus vaste que moi et je me sentais vraiment soutenue à ce moment-là quand j'écrivais. Après, voilà, je suis arrivée à Paris en 2011, le secteur bancaire, là, j'ai travaillé d'arrache-pied, je sortais en boîte le week-end, je me suis vraiment perdue, dans le travail, dans des désirs qui étaient pas les miens. En fait, j'ai vraiment, je vivais vraiment la vie de quelqu'un d'autre voilà, la vie qu'on voulait que je vive, en fait. Mmh. Et je me suis réellement reconnectée à ma spiritualité, ça s'est fait en 2 temps. Ça a commencé à se faire avant le chemin de Compostelle, lors d'un voyage et ça, on va pouvoir en parler. Mais en 2015, j'ai fait un voyage au Pérou
Et juste avant ça, je commençais à lire des livres de développement personnel et de spiritualité comme La prophétie des Andes, comme Conversation avec Dieu, comme je commençais à lire ces livres, même aussi dans le bouddhisme. Je m'intéressais au bouddhisme. J'allais à des petits cours de méditation à Paris déjà. Il y a quelque chose qui s'ouvrait. Et quand je suis allée au Pérou, j'ai eu cet appel de rencontrer une plante qui s'appelle l'ayahuasca, 2015. En fait, moi, j'ai toujours eu cette sensation d'absurdité de l'existence, dans le sens où quand j'étais enfin, je le ressentais très fort quand j'étais dans le secteur bancaire, en fait. Je prenais le métro pour gagner de l'argent, je jouais un peu un rôle. Bon, après, j'étais quelqu'un de plutôt rigoureux, donc je pense que je faisais bien mon travail, mais je gagnais de l'argent que je dépensais le week-end parce que en faisant du shopping, on sortait en boîte. Et puis ça recommençait la semaine qui suivait, et je me disais c'est un cycle sans fin, et quel est le sens de tout ça, et quand est-ce que ça va s'arrêter finalement, tout ça en fait. Parce que là, j'avais ma carrière toute tracée. Et donc, quand j'ai eu cet appel d'aller au Pérou, que je lisais ces livres, je commençais à entrevoir un début de réponse à mes questionnements sur le sens de la vie, qui moi, je n'arrivais pas à trouver le sens à ce moment-là du tout, et donc je me suis dit, en fait, je vais aller explorer d'autres mondes, d'autres choses que je ne peux pas voir dans mon état de conscience normal. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de prendre de l'ayahuasca. J'avais lu en effet des témoignages sur Internet, j'avais entendu parler de cette plante, et je me disais qu'en fait, moi, j'avais jamais pris de drogue, en fait, tu vois, j'avais jamais été là-dedans. D'ailleurs, l'ayahuasca, on considère pas du tout que c'est une drogue, hein. Il y a plein d'amalgames qui sont faits entre les drogues dures et les plantes sacrées, alors que c'est tellement différent comme vibration, comme énergie, comme démarche. Et il n'y a pas d'addiction d'ailleurs avec l'ayahuasca, par exemple. Mais en tout cas, j'ai eu cet appel de découvrir le sens de la vie, qui j'étais, ce qu'on peut appeler Dieu entre guillemets. C'est pas forcément, voilà. Et là, j'ai pris ce verre d'ayahuasca au Pérou cette nuit-là, en me disant ça va m'apporter des réponses, et ça m'a apporté énormément. Mmh. Ça a été une nuit, ça a été aussi très dur en fait. Ça a été la nuit, je dirais, la plus terrifiante de toute ma vie, et en même temps la plus magnifique. Voilà comment je le définirais. Et quand je parle d'éveil spirituel, c'est qu'en fait, je suis vraiment sortie de mon corps pendant cette expérience. Je ne pouvais plus me raccrocher à mon corps en fait. Je D'accord. pouvais plus me raccrocher à quoi que ce soit de physique, et je suis partie très très loin, et j'étais pas sûre de pouvoir revenir. Avec du recul, je pense que c'était une dose trop élevée. Et avec du recul, je ferais plus les choses de cette façon-là, parce que pour moi, c'était presque trop. J'ai mis des mois à m'en remettre. Mais j'ai jamais oublié la sensation que j'ai eue cette nuit-là, cette sensation qu'on est tous un, en fait. Ouais. Vraiment. Qu'on est tous reliés par un fil d'amour, et cette sensation d'avoir vraiment rencontré Dieu, tu vois, c'est ce point-là. Mais après, c'est poser la question de comment on applique ça dans son quotidien chaque jour. Et c'est là où c'est plus difficile, c'est ce contraste en fait énorme entre cette expérience d'amour qu'on peut avoir vécue, et la semaine qui suivait, j'étais devant mes docs Excel à Paris en fait. Mmh. Donc c'est vrai qu'en termes d'intégration, c'était pas super. Mmh mh. Ouais, le retour à la réalité, c'est ça qui fait toujours le plus mal, et on voit tellement encore plus l'absurdité qu'on soupçonnait avant. Oui, Ouais. et c'est difficile après. J'ai vécu ça, ouais. Tu as vécu ça aussi? Mmh. Voilà. Pas une aussi belle expérience que toi. C'était, ouais, petite Mais tu discussion avec mon ego. Je pense que ça a pas été aussi fort, mais j'aimerais moi le faire là-bas aussi, plutôt que de le faire en Europe. Bah, c'était à Ibiza, et je pense que ça n'a rien à voir d'être immergé au milieu. Tu étais où? Dans la jungle peut-être, Alors j'étais pas dans la jungle, mais j'étais dans la nature quoi, dans la montagne, dans un temple Mmh. près de Cusco, au Pérou. Donc je pense que la jungle, c'est encore plus fort. Mais en ce qui me concerne, je pense que si j'avais été seule dans la jungle, en fait, ça c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder ou qu'on peut aborder, c'est que la question c'est toujours à quel point notre système nerveux peut tenir le coup finalement. Parce que Mmh. si j'avais été seule dans la jungle avec des serpents, des araignées, peut-être que ça aurait été trop pour moi à ce moment-là. Déjà l'expérience là, elle était dans un très haut niveau de sortie de zone de confort, parce que vraiment
j'ai cru que j'étais vraiment en train de mourir. Et c'est quand j'ai accepté ça que je suis tombée dans un état de béatitude comme je ne l'ai jamais vécu avant. Et un état vraiment où tout a du sens, où en fait tout est tellement parfait et bien orchestré, où on est tous un. Et c'est vrai que voilà, après quand j'ai dû revenir, la chute était brutale parce que quand on monte très très haut, il faut savoir aussi descendre tout aussi bas. Mmh. C'est comme si on avait augmenté sa capacité à rencontrer des états plus intenses, plus profonds, mais il faut être prêt à aller dans les deux sens aussi. Moi, ça a été une prise de conscience que j'ai eue, c'est qu'il fallait que je sois prête après, une fois de retour à Paris, à supporter l'écart qu'il y avait entre les deux sensations. Mmh. Mais en même temps, ça m'a beaucoup beaucoup apporté aussi parce que j'ai vraiment, en termes de spiritualité, ça m'a permis de voir que j'ai plus de doute sur le fait que on est vraiment, reliés les uns aux autres. Et Mmh. Ouais. après, voilà, Il faut être prêt à peut-être avoir, l'appel de sortir de sa vie aussi, sa vie, normale. Moi après, bah, j'ai abandonné pas mal de choses, juste après. Donc voilà. ça s'est fait petit à petit, un peu comme toi aussi et il faut savoir que oui, il peut y avoir un avant et un après. Il y a un avant et un après. C'est plus jamais comme avant. Après. Non, non, et ça, on n'est pas préparé. En fait, c'est des expériences qui nous transforment vraiment en une nuit. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà médité, 100 heures en 10 jours en faisant Vipassana par le passé, puis ensuite j'ai fait d'autres retraites, hein, dont une dont je parle il y en a une dont je parle dans mon deuxième livre. Mais autant il y a eu quelque chose de transformateur en méditant 100 heures, mais les 9 heures d'ayahuasca sont, presque plus intenses pour moi, ont été plus intenses que 100 heures. On fait voilà, on fait 100 heures passées à méditer. Mmh. Donc c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de pas faire l'apologie non plus de ces plantes parce que je pense qu'il faut être prêt à ce que ça soit d'une telle intensité. Et on fait face à des peurs, qui sont souvent nos plus grandes peurs. L'ayahuasca, on l'appelle la liane, de la mort. Mmh. C'est comme ça, qu'on l'appelle, et je crois que ça c'est dans son étymologie, hein, d'ailleurs, liane de la mort. Et donc souvent on fait face à nos plus grandes peurs qui souvent sont, justement de mourir. Mmh. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu quasiment à chaque fois, parce qu'après j'ai eu l'occasion d'en reprendre. Ça, je vais en parler aussi, mais ne serait-ce pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, qui a complètement bouleversé ma vie. Et ouais, je pense que moi, je vois l'ayahuasca comme une enseignante spirituelle d'un très haut niveau qui va nous montrer des choses qu'on ne voit pas dans notre quotidien de nous. Que ce soit des zones d'ombre, que ce soit, qu'elle va nous mettre face à nos plus grandes peurs pour évoluer. Donc Mmh. c'est avec un amour infini, mais c'est important d'être au clair sur, avec soi, sur OK, en fait, est-ce que je suis prête à vraiment faire ce chemin-là? Parce que vraiment, il y a des cadeaux immenses, mais c'est aussi extrêmement déstabilisant. Et je trouve que d'avoir un bon ancrage peut aider. Moi, j'étais pas très ancrée, hein, j'étais un peu, et je pense que plus tu as de l'ancrage, plus tu peux, encaisser le choc, justement, et plus tu peux profiter aussi de ces voyages. Voilà, moi, c'est ma prise de conscience parce que je pense que c'était un peu trop pour moi à ce moment-là. D'accord. Voilà. Après, quand on regarde, c'est le chemin de ta vie et c'est le chemin qui t'a ouvert à tout envoyer bouler et au final te voilà là, libre, et c'est aussi Ouais, grâce à cette grosse claque. ouais, ouais, vraiment. Oui, avec du recul, je pense que ça m'a aidée, vraiment, à faire ce choix-là, d'avoir, 2 ans après quitté mon travail. Parce que ça m'a montré tellement, un autre, comment dire? Ça m'a montré qu'il y avait autre chose que cette vie matérielle dans laquelle on est immergé en permanence. Parce qu'en fait, quand on est très matérialiste,
c'est plus dur de quitter la matière, hein, même si on se perd au niveau de notre âme, au niveau spirituel. Et là, je pense que ça m'a donné la force de m'offrir autre chose et d'avoir cette confiance aussi dans le fait que je fais partie d'un tout et donc que j'ai une raison d'être dans le tout et et aussi que je suis aimée, aidée. Tout ça, ça aide après à faire ces choix-là. Ouais. Et ça te connecte peut-être aussi à toi-même, un peu plus, Ouais, encore plus. D'ailleurs, totalement. justement, j'ai une citation de ton livre. Mmh. Hem, «Au moment de poser le clic final pour réserver mon billet d'avion, j'envoie un message à la vie intérieurement. J'espère que tu ne me décevras pas. Et je l'entends me répondre: "Tu ne peux pas être déçu quand tu marches sur ton propre chemin"». Et Ah, ça, cette petite voix, tu l'entends, hyper souvent, quand tu décides de partir de chez Anna, quand tu, penses que le San Pedro va t'aider, t'apporter des réponses et tout ça. Et du coup, cette petite voix qui te guide, tu penses que c'est qui? Est-ce que c'est des guides? Est-ce que c'est ton toi divin? Est-ce que c'est qu'est-ce que comment tu l'appelles? waouh! Ah, c'est une bonne question. Ah ouais, j'avoue, il y a moi, je crois qu'en fait, voilà, il y a une j'ai envie de te répondre que ça va être, la vie elle-même, la vie en moi. Et une des prises de conscience qu'il y a dans le livre et un des messages que j'ai avec ces expériences, c'est tuer la vie. Donc en fait, si on est tout sain, c'est difficile de parler de quelque chose. C'est ça aussi qui est voilà. Mais en tout cas, pour te répondre, moi je pense qu'il y a différentes versions de moi à différents moments. Et il y a c'est comme si tu marches sur un chemin et en fait, tu as plusieurs chemins possibles qui vont à des endroits différents, qui passent par des il y a des sentiers plus ou moins joyeux à parcourir. Bien sûr, je pense qu'au bout d'un moment, ils se rejoignent tous les chemins, mais en tout cas, c'est des chemins différents. Et moi, quand je pose la question, c'est comme si je m'adressais à la part de moi la plus, enfin, à mon moi le plus joyeux, épanoui, dépourvu de peur. Et moi, ma croyance, tu vois, là, c'est rare que je parle de ça dans des interviews, hein. Là, tu m'amènes sur des sujets où je sais que, voilà, je vais rarement dans ces sujets-là parce que j'ose pas toujours trop donner mes croyances. Mais ma croyance, en fait, c'est que il y a une version de moi qui vit une réalité vraiment la plus, voilà, comme je disais, la plus dépourvue de peur, la plus dans l'amour et dans la joie. Et c'est ce chemin-là sur lequel j'ai envie de marcher. Donc, je m'adresse à la vie et la vie en moi sait ce qui est le plus joyeux, le plus fluide. Donc je m'adresse à la vie en moi et à cette version à ce moi-là. Et je lui demande quel chemin prendre. Waouh, j'adore ta réponse. Merci. C'est très poétique et en même temps, ça a tellement de sens, tellement. Ouais. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de parts de nous et puis on a aussi un certain libre arbitre dans comment va être notre voyage ici sur Terre, quoi. Et moi, j'ai envie de faire le voyage vraiment le plus joyeux et le plus beau qui soit, en fait. Mmh. Mais j'aurais très bien pu faire le choix de rester dans le secteur bancaire et ça veut pas dire que ça aurait été mauvais ou mal. C'est juste que je savais qu'autre chose était possible et j'avais cette curiosité de voir autre chose. Ouais. Comme Stéphane Schillinger avec, son histoire de boîte et tu savais qu'en ouvrant la fenêtre, ah, on était dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Hem, tu donc beaucoup la vie et tous les signes, tu en parles, il y a beaucoup de signes qui t'arrivent, c'est quelque chose que tu suis. Comment tu as appris ça, à les suivre? Est-ce que tu as une histoire de signe, un des premiers que tu as suivi vraiment? Waouh! Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai toujours eu en fait, moi, j'ai toujours eu des informations sur la réalité, qu'on peut appeler invisible. Donc, pour répondre à ça, je dirais que j'ai toujours eu des perceptions, j'ai envie de dire extrasensorielles. C'est pareil, c'est la première fois que j'en parle, hein. Dans le sens où, enfin, quand j'étais enfant, j'avais l'impression de sentir, de savoir ce que les gens pensaient,
Même s'ils jouaient des rôles en ma présence, j'avais l'impression de voir derrière le masque ce qu'ils pensaient, comment ils se sentaient, quelles étaient leurs émotions. Donc j'ai toujours eu ces informations et je m'en suis coupée pendant longtemps, pour bosser dur, voilà, dans la finance notamment. Mais il y a quand même toujours eu un peu ces informations. Et ce qui s'est passé pour moi, je dirais que ça remonte à avant que j'ai cette expérience avec l'ayahuasca, 2-3 ans après que je commence à travailler dans le secteur bancaire, je je passe à ce moment-là, il y a YouTube déjà, il y a commencé à avoir, YouTube, mais il y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si tu te souviens, en 2013, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui. Il y a pas Et à grand-chose. ce moment-là, ouais, c'est ça. Je commence à écouter Lilou Massé. Je découvre Lilou Massé, ses interviews sur YouTube, la télé de Lilou. Et pour te répondre, en fait, sur les signes, je l'écoute interviewer ces gens et il se passe un truc en moi, en fait. Je me dis que moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'interviewer des gens, j'ai envie d'écrire des livres un jour, j'ai envie ouais, d'aller faire de la vidéo. Enfin, il y a un truc qui s'éveille en moi. Et donc, mon premier pas vers ça, même si aujourd'hui, alors moi, j'ai fait des études à ce moment-là, je me suis inscrite en fac de psycho parce que je découvrais complètement ce monde et moi, la première porte d'entrée vers ce monde-là, de comprendre qui on est et tout, c'était la psychologie. Donc, je m'inscris en fac de psycho. Et pour te répondre à propos de ces signes, ça, c'est un exemple concret, quoi. C'est qu'en fait, on est au mois d'octobre. À ce moment-là, j'écoute la télé de Lilou et j'écoute aussi une émission qui s'appelle Toute une histoire, où t'as des psychologues sur le plateau et je me dis, ah, mais tiens, moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être dans l'humain. Et à ce moment-là, les inscriptions sont bouclées pour la fac de psycho et j'appelle le secrétariat et je leur dis, j'aimerais bien commencer les cours parce que je voulais pas perdre de temps, j'étais prête, quoi. Et là, la femme me dit, OK, je vais passer votre dossier, c'est bon, vous êtes inscrite. Ouais, super. Des petites choses comme ça. Et en fait, là, c'était vraiment au début de ce chemin où en fait, quelque part, quand j'étais dans la finance, j'ai été vraiment poussée dans cette voie, notamment par ma famille qui me disait, il faut bien gagner sa vie. Et une fois que tu gagnes vraiment très bien ta vie, que tu as répondu à toutes tes obligations, tu peux faire un hobby si tu veux. Tu peux t'intéresser à la psycho. Mais d'abord, il faut que tu fasses toute ta carrière, que tu sois une bonne mère de famille, enfin, une bonne épouse, que tu acheté ton bien immobilier. Enfin, il y avait un peu toutes ces cases à cocher. Et moi, en fait, là où je suis hyper contente, c'est que la vie m'a rattrapée. Mmh. Parce qu'en fait, même si j'avais foncé tête baissée dans la finance et que je travaillais vraiment d'arrache-pied, que j'étais en train de me perdre, il y avait encore quand même cette petite étincelle de tiens, regarde par là. Et quand j'écoutais Lilou, je me disais, mais c'est tellement passionnant l'humain, et pas mais même au-delà de l'humain, je me disais, mais la spiritualité, c'est là où je veux être. Je veux baigner là-dedans. Mmh. Et je savais pas comment ce serait possible, mais j'avais cette intuition très forte, cette étincelle que je sentais dans mon cœur. En fait, c'est ça. Tu vois, les signes pour moi, c'est quelque chose qu'on va ressentir vraiment dans son cœur, quoi. Enfin, moi, c'est ça, une chaleur. Et donc, c'est ça, en fait, le GPS, finalement, c'est cette joie-là dans le cœur, quoi, où on reconnaît quelque chose. Quelque chose nous est familier. Parce que ça, je l'ai pas eu avec, je l'ai pas eu avec d'autres choses. Je me suis pas dit, je vais être médecin, par exemple, là. Il y a des gens qui peuvent avoir ça avec cette profession-là, mais je l'ai eu avec ces interviews que je voyais. OK, génial. Tu as répondu à plein de mes questions dedans. J'adore. Ah oui, on a parlé un peu de méditation. C'est un peu comme ça que l'aventure de ton livre commence. Oui, tout à Et fait. Vipassana, est-ce que tu penses que ça t'a encore plus ouvert à ton intérieur et à écouter justement la vie en toi? Ou, oui, enfin, est-ce que ça t'a ouvert encore plus que tu Alors, l'étais? moi, j'avais déjà fait 2 retraites avant de 10 jours, dont Vipassana. Et cette retraite de 17 jours, donc c'est pas Vipassana, mais c'est très similaire à Vipassana, c'est-à-dire qu'on médite 7-8 heures par jour. Et
Est-ce que ça m'a ouverte? Oui. Et en même temps, avec du recul, en fait, moi, la méditation, je trouve que méditer aussi longtemps, c'est pas ce qui m'aide le plus. Pourquoi? Parce que, c'est difficile. Moi, j'ai un mental très actif et donc j'ai passé des heures et des heures à observer mes pensées, à essayer de les lâcher. Donc là où ça m'a aidé la méditation, c'est à travailler ma concentration, vraiment de revenir à ma respiration en permanence. J'ai eu aussi une énorme ouverture, pendant une méditation, pendant les 10 jours, il y a eu une méditation magnifique où en fait j'ai senti que j'étais vraiment entrée dans un état de joie, j'avais plus de douleur physique parce qu'on est quand même assis pendant 8 heures par jour, où vraiment il s'est passé vraiment quelque chose de magique à ce moment-là. Mais je dois dire que les 17 jours ont été, très longs, avec énormément de phases d'accablement, où vraiment quand je dis accablement, c'est que j'observais mes pensées avec beaucoup de tristesse de voir à quel point mon mental était actif. Alors que, moi, si j'écoute un type de musique, j'ai l'impression que je vais être encore plus, connectée à moi-même, à mes intuitions, à justement à la vie. Et là, j'ai trouvé que c'était trop de temps dans le silence avec du recul, même si évidemment ça m'a apporté parce que je pense qu'en fait toute expérience peut nous apporter. Mais aujourd'hui, je referai pas une retraite aussi longue de méditation, c'est à refaire parce que je trouve qu'il y a des moyens un petit peu plus directs pour décrocher du mental, notamment le retour au corps, comme ça peut être la danse, le chant. Moi, c'est la danse et le chant m'aident énormément à me connecter à moi-même et à décrocher du mental et à avoir des signes, des intuitions. Et bien sûr, les plantes sacrées aussi m'ont aidé si le cadre est respecté, si c'est dans le bon contexte. Mais là, j'ai trouvé ça trop long pour moi, Ouais, trop ouais, je comprends. difficile aussi. Mais quand Toi-même, ouais, ah je te non, laisse mais parler. moi, je pense que j'y arriverai pas. Je sais que Ouais. je le ferai. J'arrive même pas à rester 1 heure assise sans avoir mal partout, enfin, Mmh. je sais pas, je trouve que c'est vraiment très courageux de faire ça et ouais, d'ailleurs, comment tu gères les douleurs du corps? Je dérive, Ouais. mais Non, je mais me suis toujours posé la question. c'est très dur. En fait, je pense que déjà notre corps gagne en souplesse au bout d'un moment, donc la position, assis en tailleur, elle devient de plus en plus, facile à tenir. Mais les premiers jours, c'est super dur. Vraiment, moi j'ai des douleurs aux jambes. Après, c'est intéressant aussi d'avoir des douleurs et de rester avec la douleur et de se rendre compte on peut y travailler aussi. Elle peut s'atténuer en fait quand on respire avec elle, quand on lui laisse de la place, et cetera. C'est vraiment une pratique. Mais moi aujourd'hui, je trouve que c'est trop, difficile pour moi. Et puis je crois aussi qu'en fait, on a tous un niveau d'anxiété différent. Mmh. Donc moi, aujourd'hui, j'ai compris que je souffrais d'anxiété depuis toujours et c'est important pour moi de travailler mon anxiété. C'est aussi pour ça que les expériences avec les plantes sacrées doivent être vraiment dans un cadre le plus apaisant possible et tout. Et moi, en souffrant d'anxiété, tu me mets 1 heure, voire 2 ou 3 heures, parce que parfois c'était 3 heures de suite, hein, en tailleur, je vais pas réussir à suffisamment m'apaiser pour justement écouter les messages de la vie et la magie, qui peut advenir. Parce que le risque, c'est de rester au niveau du mental Mmh. quand on est en méditation assis comme ça. Et moi, ce que je crois, c'est que les grands sages, d'il y a peut-être 5000 ans, en Inde, probablement qu'ils ne souffraient pas de la même anxiété que nous en Occident. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas toujours évident de transposer des pratiques ancestrales au monde occidental tel qu'il est aujourd'hui. Parce que moi aujourd'hui, je me rends compte que ce que je crois, c'est qu'on a tous des messages qui peuvent venir à nous, des intuitions et des messages justement de notre moi le plus joyeux et ce pourquoi on est venu ici s'incarner. Des messages qui nous disent voilà, c'est là le chemin de ta joie et puis mais moi, ce que je crois, c'est que pour avoir ces messages et puis pour prendre des actions vers se créer cette vie la plus fluide possible, il faut être dans un espace calme. Et c'est pour ça que je parle de l'anxiété, parce qu'en fait, la méditation,
elle peut parfois nous aider à atteindre cet état. Moi, j'ai passé, comme je l'ai dit, des heures à être dans mon mental et sans réussir à aller dans le corps. Mmh. Oui. Et donc les douleurs, parfois, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et puis aussi des douleurs émotionnelles. Parfois, moi, ça peut m'aider quand j'ai des émotions, même ça va être par exemple de la colère, d'aller marcher parce que ça fait bouger aussi l'énergie dans le corps. Et Mmh. c'est possible en restant assis hein, de travailler son énergie, mais c'est, je trouve, plus difficile quand même. Ouais. Ouais, quand je t'entends, je me dis: «On s'inflige des choses, qu'on devrait pas». Ouais, Que les sages, ils étaient habitués, peut-être qu'ils ont commencé quand ils avaient 5 ans, quand ils étaient petits, ouais. mmh. En fait, c'est ça qui est un des grands messages de mon livre, c'est justement d'écouter ce qui nous convient à nous et de revenir au message, vraiment au feedback de son corps. Parce que il y a beaucoup de enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et moi j'en ai aussi un peu fait partie, c'est que parce qu'on a lu que la méditation était bon pour nous, on va faire une retraite de méditation et puis on va persévérer en se disant: «Bah, en fait, il faut que je refasse une autre retraite pour enfin atteindre cet état». Alors que si ça se trouve, la méditation, c'est pas pour nous, pas aujourd'hui, pas avec l'état dans lequel on est aujourd'hui et qu'en fait, il vaudrait mieux partir marcher ou en pèlerinage comme sur le chemin de Compostelle, ou il vaudrait mieux, se mettre à jouer un instrument de musique ou chanter ou danser ou même avoir une cérémonie bien encadrée avec une dose, petite dose par exemple, de, Ouais. avec un chaman d'une plante sacrée, comme le San Pedro. Voilà, c'est des exemples, mais ce qui est important, c'est d'écouter ce qui vraiment nous fait du bien et d'être honnête avec soi et surtout pas se comparer et ne pas écouter tous ces gens qui nous parlent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui nous disent la méditation a changé ma vie, ben c'est super, ça a changé la vie pour cette personne-là. Sauf qu'en fait, elle était peut-être à un autre endroit. Il y a des gens, ça leur fait un bien fou de méditer, mais pas à tout le monde. Mmh. Donc oui, je suis d'accord qu'on s'inflige des choses qu'on n'a pas besoin de s'infliger vraiment. Ouais, ouais et puis au final, marcher dans la nature, c'est une méditation, c'est Bah, le principe, c'est juste d'aller vers le la contemplation, le silence, et même mmh si on est dans une méditation quand on comment dire? Quand on marche et qu'on pense à des choses, au final, ça reste méditatif aussi. Oui, ouais, tout à fait. Et en tout cas, j'adore, ce que tu ton point de vue et cette déculpabilisation de se dire: «Ah non, mais moi j'arrive pas à méditer». Pour certains, il y en a beaucoup que j'entends dire ça et c'est pas grave quoi et surtout, si ça nous correspond pas et ben, ça nous correspond pas et puis c'est tout. Mmh. Oui, tellement, parce que tu vois aussi, moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans les milieux de méditation, c'est qu'en fait, on va te dire, le but, c'est pas ton confort, c'est pas d'être bien, c'est de quelque part, je sais pas, de d'atteindre un état, un certain état. Par exemple, l'état du nirvana ou du samadhi ou peu Mmh. importe. On va te dire c'est pas dans le confort que tu trouveras. Voilà, on va aller au-delà du confort. Par exemple, on va te dire bah oui, tu restes assis sans bouger pendant 2 heures et en fait, au-delà de la douleur, tu vas peut-être trouver la paix. Ou bien on va même te dire ben tu dois jeûner ou manger tel type de nourriture. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que bah, déjà, ça s'applique. C'est une sagesse qui s'est appliquée quand même comme je le disais, à des grands sages il y a 5000 ans et en plus c'était des hommes, beaucoup. Genre là, je suis pas méga féministe, mais pour le coup, je trouve quand même qu'il y a des pratiques qui conviennent plus à des femmes ou plus à des hommes. On a quand même des énergies différentes. Enfin, on peut Mmh. pas non plus complètement nier ça. Et il y a des pratiques dans l'hindouissme ou le bouddhisme où tu dois vraiment vomir, pendant des heures, complètement te vider, et cetera. Et je pense que et jeûner pendant super longtemps. Et aujourd'hui, enfin, on voit bien que il y a des études qui montrent que le jeûne pour les femmes, c'est bien d'en faire un peu moins longtemps pour des raisons hormonales en fait. Et, enfin, si je dis tout ça, c'est parce qu'on te dit que le confort c'est pas important. Sauf qu'en fait, il y a des gens et moi j'en ai un peu fait partie, c'est que à force de laisser le confort de côté, en fait, il y a une anxiété dans mon corps qui va commencer à monter, qui fait que je pourrais pas être complètement détendue pour accueillir la magie, la grâce qu'on attend tous et toutes. Mmh. Parce qu'en fait, cette grâce et cette magie, elle peut tout à fait nous traverser dans un moment où on se sent bien.
Et d'ailleurs, il y a peut-être plus de chances qu'elle nous traverse dans un moment où on est détendu. Mmh. Et donc c'est pour ça que je trouve que ces pratiques, elles sont à prendre avec des pincettes. Et moi aujourd'hui, voilà, je suis pas aussi d'accord je suis plus autant d'accord qu'avant avec cette notion de on est des guerriers. Je pense qu'en fait, il y a d'autres voies qui sont plus douces, qui peuvent aussi nous permettre d'aller rencontrer qui et quoi d'ailleurs. C'est ça aussi la question, parce que moi, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai pris l'ayahuasca la première fois en 2015, je disais, je veux rencontrer Dieu. Mais en fait, là aujourd'hui, je me dis, en fait, ce que je veux, c'est pouvoir être présente, d'être bien dans ma réalité du moment. Donc j'ai envie de pouvoir amener la spiritualité dans la matière, donc vraiment de pouvoir être ancrée, d'avoir des relations qui sont quand même bienveillantes. Et donc en fait, je cherche plus à partir très loin. Parce qu'en fait, je me dis, si je pars trop loin, en fait, je pourrais pas revenir vraiment ici et maintenant. Et moi, je me suis reconnectée à la simplicité, à la joie des petites choses, et enfin vraiment du quotidien, c'est ça, préparer un bon plat, etc. Et quand j'ai pris l'ayahuasca en 2015, j'ai l'impression d'être partie tellement loin, et c'est plus mon objectif du tout. Donc ça aussi c'est important, c'est de se dire pourquoi on fait ça, pourquoi je vais méditer 100 heures pendant 10 jours, quel est le but de ça. Après, moi je connais des gens qui en bénéficient vraiment, et donc c'est pour ça qu'il faut s'écouter, qui reviennent vachement apaisés. C'est aussi des personnes qui aiment le silence et qui ont besoin de ce silence, et qui ont besoin d'être dans une bulle où rien n'est attendu pendant. Et il y a des gens à qui ça correspond, mais moi c'est pas ce qui me correspond le plus aujourd'hui. C'est Mmh. plus ce qui me correspond. Waouh! Merci Pauline. J'ai eu tu vois, un énorme soupir comme ça de Ouais, soulagement, le cœur qui a vibré. c'est vrai. C'était extraordinaire ce message. J'espère qu'il sera vraiment entendu parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent, beaucoup de pression en regardant le voisin qui est plus spirituel que lui et qui se dit: «Oui, bah, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça pour arriver à être dans un état, de connexion divine». Et au final, la seule personne qu'on doit écouter, c'est soi-même. Quelle belle leçon. Merci à toi de aussi me poser ces questions et de m'amener à m'exprimer là-dessus, parce que c'est très joyeux aussi pour moi d'exprimer ça. C'est une des vraies prises de conscience de ce chemin-là de ces dernières années, et moi-même, moi, je voyais les gens qui méditaient, et puis j'avais l'impression qu'il y avait un truc à comprendre, à trouver là-dedans, qui allait m'aider. Et il a fallu que j'y aille pour me rendre compte, en fait, qu'il y avait autre chose de plus doux, de possible. Et Ouais. Tu veux, je reste sans voix. Mmh. ouais. Et il y a une petite chose que j'avais envie d'ajouter aussi qui Oui. m'est venue juste là, c'est que moi, ce que je crois, c'est qu'on est déjà à un certain niveau ce qu'on cherche à être, en fait, ce à quoi on aspire. Et moi, j'aime bien me dire que tout est déjà en moi, et qu'il y a des moments où je vais y accéder davantage, tu vois? Et du coup, au lieu de me dire que je vais partir très, très loin pour aller trouver ce qui est déjà en moi, je me dis: «Mais en fait, quels sont les ingrédients qui me permettent d'accéder davantage à ce que je suis déjà au plus profond de moi, en fait?» Voilà, c'est ça qui m'est venu. Et donc quand on réfléchit comme ça, on peut tout à fait se dire: «Ben oui, je vais habiter dans une maison dans la nature, et parce que tout est là de toute façon, parce que il y a des ingrédients qui va plus éveiller ça, donc voilà». Mmh. Mais Au final, ouais, la finalité, ce serait d'être bien avec soi. C'est ça pour toi? vraiment. Pour moi, aujourd'hui, et j'ai changé de. Avant, je disais voilà, rencontrer Dieu, avoir tout réglé aussi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment être dans la paix permanente, un peu comme les grands maîtres, Mmh. tu vois? Et là, aujourd'hui, je me dis: «J'ai juste envie
de me réveiller avec de la gratitude dans le cœur, de me sentir apaisée et et de me sentir en fait dans la joie et dans un apaisement qui me permette après de partager ça au monde. En fait, j'ai envie de devenir ce que je suis déjà et pour devenir ce que je suis déjà, il faut juste que je sois suffisamment détendue pour laisser cette vie en moi s'exprimer. Mmh. Peut-être, on parlerait d'enlever les couches de l'oignon? Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais, ça me parle cette notion de couche d'oignon. Mais c'est comme si dans le cœur de l'oignon, tu as la vie en toi qui va s'exprimer et qui va apporter qui elle est, dans chaque personne. Mmh. Mais en fait, pour accéder à ça, l'idée, c'est juste de libérer la voix et pour que ça puisse s'exprimer. Et libérer la voix, c'est tout simplement, comme je le disais, être suffisamment détendu et ouais, se sentir bien avec soi, comme tu le dis. Mmh. Ça m'amène à la mission de vie. Tu as Oui, parlé de ça et encore c'est encore une notion où tu as enlevé, de la culpabilité. Parce que c'est une notion de développement personnel où, on doit trouver sa mission de vie et mais j'avais un extrait, j'adore cet extrait, il m'a beaucoup parlé. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'avoir une mission de vie et que je pouvais simplement vivre ma vie. Ces mots m'apaisent. Je trouve ce concept de mission de vie culpabilisant. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule mission pour chacun de nous. Et une fois qu'on l'a trouvée, on peut enfin s'épanouir jusqu'à la fin de sa vie. Au final, il s'agit peut-être de faire ce que l'on aime et de contribuer ainsi à améliorer la vie des autres personnes. On considère alors que c'est notre mission de vie avant que ça change à nouveau. Si la nature se transforme constamment, les êtres humains sont aussi en évolution perpétuelle. ouais. Au final, la mission de vie, pour toi, ce serait de peut-être s'aimer soi-même et après, pouvoir, aider les autres grâce à ce qu'on est et Ouais. est-ce que c'est aussi simple que ça? Ouais, en fait, ça me comme je l'ai écrit, je trouve qu'on nous culpabilise. C'est très culpabilisant cette notion de mission de vie parce que déjà, en fait, on évolue. Mmh. On évolue et en plus, je pense qu'il y en a pas qu'une et je pense aussi que l'arbre, et ça, j'en parle dans mon livre, dans ce passage, l'arbre ne se dit pas, «Ma mission de vie, c'est ça». Enfin, il est en fait, il est ce qu'il est. En fait, moi, ce que je crois, c'est qu'en étant parfaitement nous-mêmes, et ça, c'est difficile, hein, on apporte, ce qu'on doit apporter au monde, en fait, tu vois? Ouais. Donc, on est on est parfait tel qu'on est dans le sens où, on est tous nés avec des qualités particulières, une singularité, un message aussi, en étant qui on est, on apporte un certain message au monde, et aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que enfin, si je suis le plus moi possible, honnête avec moi aussi, honnête avec ce que j'aime faire, ce que j'aime moins faire, ce qui est fluide, ce qui l'est moins, je vais, naturellement, à partir de ce que je suis, je vais naturellement faire des choses. Mmh. Ouais. Et en faisant ces choses, je vais avoir des choses. Parce qu'à un moment, oui, ça va me revenir aussi en termes d'abondance. Et, et ça va aider des gens autour de moi. Ça va forcément leur apporter mon message singulier qui est unique et que personne peut vraiment apporter de la même façon que moi. Parce que ma vision du monde, elle est unique, mon ADN est unique. Et donc, c'est ça que je crois avec la mission de vie, c'est que je pense qu'il faut enlever un peu cette pression-là de, de se poser la question de qu'est-ce que je dois faire, et plutôt de se dire en fait, qu'est-ce que je fais déjà naturellement, qui je suis en fait, qu'est-ce qui m'anime, Mmh. et et le faire davantage, et à ce moment-là, naturellement, il y a des actions qui peuvent découler de ça et aussi, des choses qui nous reviennent dans ce qu'on va avoir de ça. Mais en effet, ouais, pour moi, l'ordre, c'est vraiment être, faire, avoir, et je pense qu'il y a un peu un piège, c'est que c'est un concept spirituel, la mission de vie. Et mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient un petit peu au même de, enfin, je m'étais mis beaucoup de pression dans le secteur bancaire à travailler dur pour, avoir de l'argent et pour enfin être heureuse. Et du coup, ouais, j'ai transposé ça un peu sur la mission de vie où je me mettais aussi à nouveau de la pression, et je pense qu'il y a de la bonne c'est bien d'avoir un bon stress, de se lever le matin quand même,
Mais, mais je pense aussi qu'en fait, je trouve on met trop cette notion de mission de vie, on en fait quelque chose de presque inatteignable. Mmh. Parce que par exemple, une femme par exemple va s'occuper merveilleusement bien de ses enfants et elle va peut-être se dire, bah, je peux pas te dire que ma mission de vie c'est d'être mère parce que c'est pas assez, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, quand elle est avec ses enfants, c'est là où elle apporte le plus au monde en fait et c'est ce qu'elle a à faire et ça peut très bien être voilà, je pense qu'en fait la mission de vie c'est chargé d'un peu trop de charge Ouais, de c'est ça. paillettes. Mmh. On s'est un peu, on se méprend sur, le terme mission qu'on met un peu trop dans la matière au final et au final, la mission, bah, c'est juste d'être et non pas de faire. Ouais, et je pense qu'en fait, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai moi-même frôlé le burn-out et j'ai eu besoin à un moment de plus être trop dans le faire et j'y suis revenue et aujourd'hui, je trouve de la joie dans l'action. Mais c'est une action qui doit découler et là où c'est l'action la plus juste et alignée, c'est quand elle découle de de mon intériorité, de ce que je ressens, de par exemple, j'aime bien toujours me demander pourquoi je fais ça, quoi. Quelle est mon intention en contactant telle personne? Est-ce que c'est vraiment mon élan du cœur? Et je pense que c'est tout part en fait vraiment de l'intérieur. Alors après, pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont d'abord faire quelque chose et ça va leur permettre de se rendre compte que c'est ce qu'elles sont et tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que c'est important de revenir toujours à soi. Ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça résonne vraiment? Qui je suis quand je fais ça? De quel espace en moi ça part? Et puis dans certains cas aussi, hein, je dis pas le contraire, il y a des moments dans la vie où c'est bien vraiment de s'accorder du vrai repos, sans culpabiliser. C'est ce que j'ai fait aussi, et j'en ai eu besoin à un moment, Mmh. vraiment de pas se forcer à faire quoi que ce soit. Mais ouais, je pense que quand on est honnête avec qui on est, quand on revient à soi, à un moment, les choses, elles se mettent en place aussi dans la matière. Ouais, s'autoriser à se donner du temps. Mmh. Ouais, ça c'est tellement précieux. Mmh. Toi, ton intention en partant faire ce voyage dans les Andes, c'était d'écrire ce livre, hein? Si j'ai bien En compris? partie, oui, c'était de me reconnecter à moi-même, vraiment de m'offrir du temps et j'avais déjà eu l'appel du livre, ouais, avant de partir. Comment C'était c'est là. arrivé cet appel? Mmh. Alors, ouais, c'est une bonne question. En fait, après que mon premier livre soit sorti, hem, je sentais, comment dire? Ah, j'essaie de me remettre vraiment dans ce moment. J'avais des j'avais envie d'écrire. J'avais je j'avais des phrases qui me venaient, tu vois? J'avais des questions qui me venaient, j'écrivais sur mon ordi, sur des carnets régulièrement à Paris, j'avais envie d'écrire et il y a eu cette intuition comme ça qui m'est tombée dessus, je savais qu'il y avait un deuxième livre qui était en cours, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais quand tu sais, quand tu sens qu'il y a un deuxième enfant qui va arriver, enfin, moi, en tout cas, c'était ça, c'était que j'avais la sensation qu'il y avait un livre qui voulait, s'écrire, à travers moi. Mais je savais pas encore sur quoi il allait porter. Et en Mmh. fait, je sentais que il y avait l'envie là de tapoter ou d'écrire, sur des carnets qui était très forte et je connaissais pas encore vraiment le terrain de jeu après, que ça allait être le terrain de jeu du livre, justement. Et à ce moment-là, au même moment, il y avait aussi cette sensation de vraiment plus être au bon endroit à Paris, cette évidence que c'était fini, Paris, pour moi. Et donc ça s'est vraiment fait à peu près la même semaine où je me suis dit: «Mais en fait, je vais quitter Paris et je vais écrire un livre». Et en fait, écrire un livre, ça m'a tellement aidée à prendre la décision de quitter Paris parce que je me disais, en fait, c'est une façon de documenter aussi ce que je vis et ça donnait du sens aussi à mon chemin. Parce que moi, j'adore, vivre des choses et les partager pour que ça puisse inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin. Enfin, ça met du sens à ma vie, moi, aujourd'hui, d'écrire. Et donc ça s'est fait comme ça et c'est là que
j'ai regardé cette carte du monde et je me suis dit: «Ouais, en fait, tu vas retourner dans les Andes». D'accord. Et tu as dit à une amie que tu voulais écrire un livre d'aventure. Ouais, Et on se retrouve vraiment dans un livre d'aventure. Enfin, vraiment, moi, j'ai vécu l'aventure, j'étais là, je finissais le chapitre et: «Eh, on va manger!» «Oui, attends, j'arrive!» ah ouais, Ouais, j'adore. c'était difficile de quitter, quoi, parce qu'il y avait vraiment du suspense, on avait envie de connaître la prochaine étape, il y a plein de points différents, il y a toujours quelque chose de une nouvelle aventure à l'intérieur de l'aventure, j'adore. Mais alors ça, ce que tu me dis déjà merci, ça me fait trop plaisir parce que c'était totalement mon intention, tu vois? En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je me dis: «Je vais écrire un livre» et je vais écrire un livre qui va explorer toutes les questions que je me pose, quoi. Qui suis-je? Que faire de cette vie? Et mon chemin de guérison aussi, parce que, tu vois, quand je dis guérison, je pense enfin, on a tous notre lot, hein, de traumatismes plus ou moins importants dans nos vies. Mais en tout cas, pour ma part, il y avait cet appel aussi de trouver encore plus de, bah, de me sentir mieux avec moi-même, de guérir de blessures du passé, et cetera, enfin, plein de choses. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, ma vie va devenir un livre. En fait, c'était une sensation de fou, quoi. Je me suis dit: «Mais en fait, ça y est, tu as décidé que tu allais écrire ton 2e livre. En fait, maintenant ta vie est un livre, donc quelle aventure as-tu envie de vivre?» Mmh, Et j'adore. je pense que le fait d'avoir prévu d'écrire ce 2e livre, ça a rendu ma vie beaucoup plus palpitante, peut-être qu'elle l'aurait été. Peut-être. C'est une hypothèse que j'ai, mais je saurais jamais. Mais parce qu'en fait, j'ai pris un peu cet engagement de vivre ma vie comme si j'étais filmée, quoi. Mmh, Et qu'en fait, ça allait devenir le film ou le livre après, quoi. ouais. Et donc je me disais: «Ah tiens, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ce livre?» Je me suis dit: «Bon, je veux que ça soit dans les Andes, j'ai envie». Puis après, il y a eu l'appel de rencontrer, voilà, un cactus qui s'appelle le San Pedro, qui est aussi une plante sacrée, de cette région du monde, où j'ai pu rencontrer un chaman. Et c'est vrai que quand il y a eu cette expérience-là, dans la partie 2 du livre avec ce chaman, dans la forêt, le San Pedro et tout, je dois avouer que il y a quand même eu des moments où je me suis dit: «Bon là, j'ai juste envie que ça s'arrête, c'est too much, genre, je suis pas prête à tout pour, c'était trop en fait. Là, j'ai senti que, en fait, à la fois, il y a presque trop de suspense pour moi, mais c'est vrai que c'était pas prévu à la base non plus, le fait enfin, toutes ces aventures se sont faites à peu près, je vivais des choses, je les écrivais, mais tout n'était pas prévu à l'avance évidemment. Et donc j'étais curieuse aussi de voir, comment les choses allaient se goupiller. Et il y a une chose que je savais, c'était que je savais pas quelle était la fin du livre, mais je voulais que ce soit un message plutôt positif, mais je savais pas encore comment ce que ça allait être. Donc ça aussi, ça a été hyper, intéressant à vivre. Mmh. Et C'est vraiment extraordinaire, hein, de t'écouter là, c'est l'exemple même du pouvoir de l'intention quand tu la poses et qu'elle s'ancre dans la matière. C'est incroyable, parce que c'est vraiment arrivé. mais oui, Mmh. c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, en t'en parlant, je réalise que, en fait, ça me donne envie d'en écrire enfin, en fait, j'avais déjà l'intention d'en écrire un 3e, voilà. Et je veux dire, ça me donne presque envie de le commencer maintenant en le créant de la même façon, tu vois? Ouais, pour, documenter ce nouveau passage, ouais, Ouais. est-ce que tu c'est une question que j'allais te poser à la fin, mais c'est vrai que, bah, ça fait 1 heure et peut-être qu'on approche de la fin. Mmh, bien Hem, sûr. Ma question du coup, c'est maintenant tu en es où? Est-ce que tu as reposé tes valises? Est-ce que tu as des nouveaux rêves? Est-ce que, tu as une nouvelle étape en tête, quoi? C'est ça. Alors, là, aujourd'hui, ouais, bon, je sais pas si tu es au courant, oui, je crois que tu le sais, mais je suis partie, j'ai fait un autre voyage en Thaïlande. J'ai Mmh passé mh. 4 mois. Non, Non, j'ai pas vu. ah, tu l'as pas vu? Quand on s'était contactés, bah, j'étais sur le point de rentrer, mais en fait, je suis revenue d'Équateur, j'ai passé 3 mois en France et j'ai passé 4 mois en Thaïlande. Et là, je suis revenue c'est fou ça qu'on a ouais. Ouais, j'ai passé 4 mois en Thaïlande, c'était à nouveau, assez magique aussi. C'est passé beaucoup de choses à nouveau pour moi. Et une des grandes prises de conscience que j'ai eues, et elle se ressent dans mon 2e livre, c'est, ce dont je t'ai parlé avec l'anxiété. C'est vraiment la prise de conscience
qu'il fallait que je travaille sur mon anxiété, que j'aille mieux, me sentir moins anxieuse pour aller mieux dans ma vie. Et en fait, là aujourd'hui, je sais pas encore vraiment. Je sens que mon troisième livre va porter sur ce sujet. Mmh. Intéressant. Ouais, c'est vrai que, ouais, c'est un peu le mal de la société. Ouais, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps et moi j'en suis vraiment. Enfin, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à en souffrir et mais voilà, mais c'est pas sûr. En fait, là, le troisième livre, je sens qu'il veut se manifester, quoi. Il m'appelle. Il y a un C'est nouvel appel en il y a cours. un nouvel appel dans le troisième livre, ça c'est sûr. Où est-ce qu'il commence? À quel moment? Est-ce que c'est en Thaïlande? Est-ce que c'est maintenant? À Mmh. voir. En tout cas, l'appel est là, Waouh. clairement. Voilà. Et là où j'en suis, c'est que là, je suis en France et je me pose la question aussi de là où poser davantage mes valises en termes de pied à terre. On en a parlé juste avant cette interview. Donc là, je vais aller explorer des endroits en France pour peut-être trouver une base, parce que j'ai été nomade pendant 2 ans. Mmh. Et donc ça fait aussi partie de mes préoccupations du moment. Et aujourd'hui, voilà, j'ai aussi créé une formation pour accompagner des personnes qui ont un projet, notamment de livre ou un autre projet de cœur comme un film, à lui donner naissance. Donc c'est une formation que j'offre en ligne et j'accompagne aussi des personnes, voilà, en tant que qui ont un projet de cœur à avancer sur leur projet. Et, et pour tout te dire, il y a beaucoup de choses d'ouvertes dans ma vie aujourd'hui. Je sais que ce troisième livre veut s'écrire, je sais que j'ai envie de continuer mes accompagnements. Et après, il y a une part de mystère et de laisser la vie me montrer le chemin. Mais j'essaye d'être dans une écoute, Mmh. vraiment dans une écoute de est-ce que c'est juste, est-ce que ça résonne, tu vas faire ce pas-là. Et de pas, en fait, d'accepter aussi de ne pas savoir exactement là où je serai dans 6 mois, de comment les choses vont se goupiller. Mmh. Prendre les choses comme elles viennent. Ouais, C'est belle philosophie aussi. ouais, merci. Et là, on est le 29 avril. Tu es en promo, tu as des petites promos un peu partout en France? Peut-être Oui, tu veux ouais, bien sûr. Ouais, avec joie. Alors moi, j'ai aussi réalisé un documentaire qui s'appelle Chemin de vie. Donc quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, j'ai eu l'appel de réaliser un film. Et donc ensuite, j'ai écrit mon premier livre, Marcher vers son essentiel, puis le deuxième. Et ce documentaire, là, il va être projeté donc au Puy-en-Velay dans 3 jours. Ça, c'est cool, là où je suis actuellement. Il sera aussi projeté dans l'Isère fin mai. Et il y a peut-être d'autres dates qui s'organisent avec des cinémas ou des festivals. Donc ça fait partie un peu de mon activité. Et je parle toujours du deuxième livre. Quand je projette mon film, je le signe en général juste après aussi. Et j'ai des interviews pour des podcasts comme le tien. Donc ça, c'est des moments hyper joyeux. Ou des chaînes YouTube. Donc voilà, je vais peut-être avoir une autre séance de dédicace à Paris de mon deuxième livre aussi, là en mai. C'est en train de s'organiser. Mmh. Et en fait, je suis ouverte à accompagner ce livre, à trouver ses lecteurs, ses lectrices, quoi. Donc j'essaie d'être là pour ce livre et ouais, de le faire vivre. C'est important pour moi. J'ai vraiment mis tout mon cœur dedans et quand je vois des personnes comme toi qui le lisent, ça me va droit au cœur, en fait, de recevoir des retours comme le tien aussi et de pouvoir en parler. Mmh. Bah, écoute, merci à toi et merci pour tes beaux mots. C'était plein, plein de belles vibes. Merci. Et ouais, je vous conseille à tous vraiment de le lire. Il m'a fait vraiment beaucoup de bien et beaucoup de voilà, ça m'a ouvert le cœur, encore plus. Envie d'aventure, envie, de nouvelles choses. Pauline, on te retrouve sur Instagram. Hem, Oui, tout à Pauline fait. Ouais. C'est c'est Pauline Valde attaché avec un petit le trait du 8 au bout. OK. Pauline Valde, ouais, sur Instagram, Facebook, YouTube, voilà. Et Super. j'ai aussi un blog. Et beh, je vous remercie à tous aussi pour votre écoute. Merci Pauline. Merci Angélique, vraiment, pour ce moment. C'est un super moment. Avec grande joie. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.